Bonjour à tous et bienvenue sur fichedn.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à un item absolument capital pour les DN, le diabète gestationnel. C'est un sujet qui est à la fois très fréquent, potentiellement lourd de conséquences et dont les recommandations évoluent. Bref, une maîtrise parfaite de cet item est indispensable. On y va ? Allez, on commence avec un chiffre qui doit vraiment marquer les esprits, 15%. C'est la prévalence du diabète gestationnel en France. Concrètement, ça veut dire qu'environ une grossesse sur 7 est concernée. C'est énorme. On ne parle donc pas d'une pathologie rare, bien au contraire, et sa fréquence ne fait qu'augmenter, notamment avec l'âge des mères et le surpoids. Pour aborder tout ça de manière bien structurée, bien carrée pour le concours, voilà notre plan. D'abord, on va poser les bases, la définition et la physiopathologie. Ensuite, on verra toute la démarche clinique, du dépistage au diagnostic. Puis, les grands principes de la prise en charge. On enchaînera sur les complications, qui sont vraiment le cœur du problème, et on terminera sur le suivi et les risques à long terme, qui sont absolument cruciaux. Parfait, alors plongeons dans le vif du sujet. Avant de savoir comment le chercher, comment le traiter, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle. C'est vraiment la base de tout le raisonnement clinique. Voici la définition officielle. Elle est à connaître sur le bout des doigts. Le diabète gestationnel, c'est un trouble de la tolérance au glucose qui apparaît ou qui est diagnostiqué, et le mot-clé c'est pendant la grossesse. C'est vraiment ce critère temporel qui est fondamental. Peu importe si tout rentre dans l'ordre après l'accouchement, le diagnostic, lui, est posé pendant cette période précise. Alors attention, là c'est une subtilité diagnostique qui est cruciale et qui a changé récemment. En fait, cette définition recouvre deux situations bien différentes. D'un côté, ce qu'on appelle le diabète réellement gestationnel, c'est celui qui est provoqué par la grossesse elle-même et qui, en général, disparaît après. Et de l'autre, on a le diabète dit avéré, qui est en fait souvent un diabète de type 2 qui existait avant, mais qu'on ne connaissait pas, et que la grossesse va simplement révéler. Cette distinction est fondamentale parce que le pronostic n'est pas du tout le même, notamment sur le risque de malformation, on y reviendra. Bon, mais alors pourquoi est-ce que ça arrive ? La mécanique est assez logique. Dans la deuxième moitié de la grossesse, le placenta se met à fabriquer des hormones qui rendent le corps de la mère résistant à sa propre insuline. C'est normal, c'est un mécanisme physiologique pour garantir que le fœtus reçoive assez de sucre. En temps normal, le pancréas de la mère s'adapte et produit plus d'insuline pour compenser. Mais dans le diabète gestationnel, cette compensation ne se fait pas ou pas assez. Résultat, le taux de sucre monte dans le sang de la mère. Et le point clé, le voilà. Ce sucre, ce glucose, il traverse très bien le placenta, mais l'insuline maternelle, elle, ne passe pas. Le fœtus se retrouve donc littéralement inondé de sucre. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on identifie ces patientes ? Là, la démarche est très codifiée, il faut la maîtriser à la perfection. Et là, toute première question qu'on doit se poser en consultation, c'est celle-ci. Qui va-t-on dépister ? Parce qu'en France, on ne fait pas un dépistage systématique à toutes les femmes enceintes. Non, le dépistage est sélectif, il est ciblé sur les patientes qui présentent des facteurs de risque. Et les voici, ces fameux facteurs de risque. Attention, il suffit d'un seul de ces 5 critères pour qu'on lance la procédure de dépistage. Ces 5 points sont à apprendre par cœur, c'est une question de QCM ultra classique. On a l'âge maternel de 35 ans ou plus, un IMC de 25 ou plus en début de grossesse, des antécédents de diabète chez un parent du premier degré, un antécédent personnel de diabète gestationnel lors d'une précédente grossesse, ou bien un antécédent d'accouchement d'un bébé de plus de 4 kg. Une fois qu'on a une patiente à risque, le parcours est séquentiel, en 2 temps. D'abord, dès la première consultation au premier trimestre, on fait une simple prise de sang pour mesurer la glycémie à jeun. Si elle est déjà trop haute, le diagnostic est posé, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Si cette glycémie est normale, alors on programme le deuxième temps, une hyperglycémie provoquée par voie orale, la fameuse HGPO, qu'on réalise entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Et là, on arrive sur des seuils à connaître absolument. Pour cette HGPO, la patiente boit une solution avec 75 g de glucose et on fait une prise de sang à jeun, puis 1 heure après et 2 heures après. Et attention, c'est le piège classique à l'examen. Il suffit qu'une seule de ces 3 valeurs soit au-dessus du seuil pour poser le diagnostic de diabète gestationnel. Pas besoin des 3, une seule, ça suffit. C'est fondamental. Bon, le diagnostic est posé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On entre dans la prise en charge. L'objectif est très clair, il faut normaliser les glycémies pour protéger à la fois la mère et le bébé. Tout le traitement va être piloté par l'autosurveillance glycémique. La patiente apprend à se piquer le bout du doigt 4 à 6 fois par jour pour contrôler son sucre. Les objectifs sont très stricts et il faut les connaître. On vise moins de 0,95 g par litre le matin, à jeûne, et moins d'1,20 g par litre 2 heures après le début de chaque repas. C'est avec ces chiffres qu'on va savoir si le traitement est efficace. La stratégie est simple, elle est progressive. On commence toujours, par la première ligne. Les règles hygiéno-diététiques, ça veut dire des conseils sur l'alimentation et la promotion d'une activité physique régulière et adaptée. On se laisse environ 1 semaine, 10 jours pour voir si ça marche.
Si, malgré une bonne observance de la part de la patiente, les objectifs ne sont pas atteints, alors là, et seulement là, on passe à l'étape numéro 2, l'insulinothérapie. Ici, un point de vigilance majeur, un vrai warning pour l'EDN. En France, les antidiabétiques oraux, comme la metformine par exemple, n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché pendant la grossesse. Ils sont donc formellement contre-indiqués. Le seul traitement médicamenteux qu'on a le droit d'utiliser, c'est l'insuline. Se tromper là-dessus, c'est zéro à la question, il faut être très clair. On en arrive maintenant au cœur du sujet. Pourquoi on dépiste? Pourquoi on traite? Eh bien, pour éviter les complications. Et elles peuvent être sérieuses, que ce soit pour la mère ou pour le fœtus. Du côté de la mère, le risque principal, c'est de développer une hypertension artérielle gravidique. Et dans les cas les plus graves, une prééclampsie. On observe aussi une augmentation du taux de césarienne, qui est souvent une conséquence de la taille du bébé. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que le risque de ces complications est directement lié au niveau de déséquilibre du sucre. Pour le fœtus, la complication la plus connue, la plus emblématique, c'est la macrosomie, c'est-à-dire un bébé qui est trop gros. C'est la conséquence directe de l'hyperinsulinisme du fœtus qui doit lutter contre l'excès de sucre maternel. Cette macrosomie expose un accouchement qui peut être très compliqué, avec le risque redoutable de la dystocie des épaules. C'est une urgence obstétricale absolue où la tête du bébé sort mais les épaules restent coincées. Et puis, à la naissance, le risque immédiat pour le nouveau-né, c'est l'hypoglycémie. Son pancréas, qui était habitué à tourner à plein régime, continue de produire beaucoup d'insuline alors que l'arrivée massive de sucre s'est brutalement arrêtée. Et là, on voit un point de discrimination essentiel pour les examens. Le diabète réellement gestationnel, celui qui apparaît en deuxième partie de grossesse, n'augmente pas le risque de malformation congénitale. Pourquoi? Parce que l'organogénèse, la formation des organes, est déjà terminée à ce stade. Le risque de malformation, il concerne les diabètes qui préexistaient à la grossesse, ceux qui étaient là dès les toutes premières semaines, au moment où les organes se forment. Allez, on attaque la dernière partie et elle est absolument cruciale. L'histoire du diabète gestationnel ne s'arrête pas le jour de l'accouchement. C'est en fait un véritable marqueur de risque pour la santé future. Juste après l'accouchement, dès que le placenta est expulsé, la source de l'insulinorésistance disparaît. Donc premier réflexe, on arrête immédiatement l'insuline. Ensuite, on encourage vivement l'allaitement maternel qui a des effets bénéfiques. Et surtout, on planifie la suite. Un dépistage 3 à 6 mois plus tard pour vérifier que tout est bien rentré dans l'ordre et ensuite un suivi régulier avec une glycémie à jeun tous les 1 à 3 ans. Ces chiffres sont très parlants et il faut les avoir en tête. Ils montrent que le diabète gestationnel laisse des traces. 10 ans après, la moitié des femmes qui en ont eu un présenteront une anomalie du métabolisme du sucre. Et 10% d'entre elles auront carrément développé un diabète de type 2. Le risque est multiplié par 7 par rapport à la population générale. Pour résumer, les risques à long terme sont doubles. Pour la mère, il y a un risque très élevé de refaire un diabète gestationnel lors d'une future grossesse, et un surrisque de développer un syndrome métabolique et des maladies cardiovasculaires. Et pour l'enfant, le fait d'avoir baigné dans un environnement sucré in utero augmente son propre risque d'être en surpoids et de développer, lui aussi, un diabète de type 2 plus tard. On parle d'une véritable transmission intergénérationnelle du risque métabolique. Finalement, cette question résume tout l'enjeu. Il ne faut pas voir le diabète gestationnel comme un simple accident de parcours durant la grossesse. Il faut le considérer comme une sorte de stress test métabolique qui a révélé une fragilité, une prédisposition. C'est donc une occasion unique d'identifier des femmes et leurs enfants qui sont à haut risque et de pouvoir mettre en place une prévention ciblée et précoce. Voilà, c'est un item qui est dense, mais dont la logique est assez implacable. Bon courage pour les révisions.